venez de vous installer. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur l'engagement et les partenariats. Et à ce titre, nous avons 3 belles marques qui seront là. Elles s'excusent, mais Mattel a un empêchement de dernière minute, mais elle m'a confié la responsabilité de vous présenter le contenu qu'elle a préparé. Donc restez là, restez avec nous. Par contre, si vous devez partir plus tôt que prévu, s'il vous plaît, asseyez-vous vers le fond, parce que en fait, tout est capté pour les personnes qui n'ont pas la chance, comme vous, d'être dans la salle. Donc si vous êtes devant et que vous partez plus tôt, il faudra partir à 4 pattes. Donc c'est vous qui voyez. Je vais vous demander, sous le jingle de notre ami ingénieur du son, d'accueillir avec des applaudissements nos speakers. Et en premier, j'appelle Julie Boulage. Donc Julie, qui est directrice de la marque chez Accor, la marque Grip. Donc Julie, bienvenue. Besma, donc je ne peux pas l'appeler. Je vais faire son rôle. J'ai pas de Barbie à la maison, je suis désolée. Donc quand elle m'a dit ça ce matin, j'ai trouvé ça. Une jolie sirène. Donc si vous voulez bien, ce sera la sirène qui parlera tout à l'heure. Voilà, je l'installe ici. La nouvelle sirène, la grande cousine, très éloignée. On va applaudir également Quentin Delobel. Donc Quentin, directeur de la marque de la communication commerciale et de la création de Orange. Merci, mets-toi au milieu. Alors, ne l'appelez pas Ken, s'il vous plaît. Ça risque de m'échapper. Ça risque de m'échapper, mais voilà. Donc, ça, c'est dit. Je vous préviens. Mais voilà, Orange, nous sommes ravis d'avoir Quentin avec nous ce matin, puisque Quentin a de multiples... il n'a pas mis... récompenses, donc tu pourrais mettre tous tes médaillons, on en parlera tout à l'heure, mais il est à peu près tous les jours, il reçoit une médaille, donc ou un prix, un award, c'était encore le cas hier, on en parlera tout à l'heure. Et je vous remercie d'applaudir Fabienne Teinturier, donc, qui est directrice des partenariats de Planète Enfants Développement, donc une ONG. J'aime bien, sur le contenu des conférences, avoir des personnes qui sont un petit peu différentes, on va dire, que vous ne voyez pas tous les jours, mais pourtant qui font un travail de fond très important, et elle nous en parlera tout à l'heure. Quelques recommandations avant de commencer. Vous savez que vous êtes dans un salon de marketing et vous êtes des marketeurs vous-même. Donc, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les photos, le contenu. Il n'y a pas de restriction, ce qui est l'avantage. Ce n'était pas le cas il y a 2 jours quand on avait LVMH. Donc, allez-y, partagez largement. Vous utilisez LinkedIn, X bien sûr, Meta avec Instagram et Threads pour ceux qui l'utilisent. La conférence est captée, donc elle sera rediffusée derrière pour les personnes qui n'auront pas tout compris, mais je pense que vous aurez tout compris, mais si vous voulez la revoir, ce sera sur YouTube. Une étude que nous avons menée ici au salon All for Customer pour la première fois, nous indique qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à la RSE et que ça touche pas simplement les clients, mais aussi les collaborateurs dans l'entreprise. Et certaines entreprises, on va pas les citer, mais qui ont des activités qui étaient rouges, maintenant qui sont vertes, mais ça c'est le logo simplement, n'arrivent plus à attirer des candidats. Et candidats qui ne sont plus du tout sensibles au niveau à un discours qui peut être qualifié de greenwashing. Donc l'important, c'est d'avoir le bon ton et de pouvoir continuer. Et ça, on le voit très bien dans les préoccupations que vous êtes de vous-même, puisque c'est une étude qui a été faite auprès des marketeurs. Donc c'est très important d'avoir un bon discours, une bonne communication pour attirer des clients et des collaborateurs. Donc notre thématique, c'est effectivement sensibiliser, influencer avec plus de sens, mais pas plus de budget, parce que on le sait tous, c'est la France en premier. Vengzi me le rappelait ce matin. On doit faire des économies. Donc on est sur une situation où effectivement on n'a pas forcément des budgets illimités, donc il faut être astucieux, il faut avoir de l'impact, mais également pouvoir réduire ses dépenses, avoir plus d'impact. Donc on va en parler. Et en premier, je voudrais que chacun se
présente et présente quel est l'engagement donc de sa marque. Et je vais commencer tout de suite par passer la parole à Orange. Donc s'il te plaît, Quentin, dis-nous un petit peu ce que vous faites chez Orange, et toi qui es depuis une vingtaine d'années chez Orange. Oui, ben ça va. J'ai pas dit plus, 20 et des poussières, qui est aussi au Club des annonceurs. Tu as été secrétaire général pendant aussi Absolument, toujours. Tu l'es toujours, très bien. Et donc tu es très impliqué dans la communication, et tu es vraiment un très bon ambassadeur de la communication, et on a le plaisir que tu partages volontiers tes succès, et ils sont nombreux, mais aussi en donnant les raisons de succès pour que les personnes grandissent et évoluent positivement dans nos métiers. Donc peux-tu nous présenter vos engagements ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Orange, c'est une marque qui se veut engagée dans les différentes dimensions de la RSE, donc que ce soit sociale, sociétale, environnementale. Donc je vous ai apporté quelques exemples. Voilà, Orange, c'est la première entreprise du CAC 40 sur l'égalité professionnelle, selon les Échos. Hein, donc ça a trait aux écarts salariaux hommes-femmes, à des programmes qu'on met en place, dont un qui s'appelle Hello Women, qui permet à des jeunes femmes qui n'auraient pas eu la chance de faire les études et d'avoir la formation appropriée pour avoir un métier technique, et bien de rattraper en fait cette formation, et pour avoir des jobs techniques. Évidemment, on est aussi très présent pour tout ce qui concerne l'environnement, avec un engagement qui est d'être net zéro carbone en 2040. Alors ça a l'air loin comme ça, mais c'est pas une sinécure, et c'est surtout 10 ans avant l'engagement pris par le secteur télécom. Et donc, on a plein d'initiatives. On travaille sur nos data centers pour qu'ils soient moins énergivores, pour qu'ils soient refroidis de façon plus naturelle. On utilise du plastique recyclé pour nos box. On met moins de composants dedans, moins de ventilateurs, moins d'écrans sur les box. Et puis, on a lancé un programme RE, parce que l'idée, c'est aussi d'entraîner nos clients dans cette démarche vertueuse. Donc, ce programme RE qui vise à recycler, reprendre, reconditionner et réparer les terminaux mobiles, parce que les terminaux mobiles, en fait, c'est 80% de notre empreinte carbone, donc c'est hyper important. Et par exemple, quand vous prenez un mobile reconditionné, c'est jusqu'à 8 fois moins d'empreinte environnementale, donc c'est pour ça qu'on met aussi l'accent sur le reconditionné à l'occasion de campagnes de Noël, ce qui est pas forcément évident au départ. Et puis il y a une troisième dimension qui est tout ce qui est éducation au numérique responsable. La responsabilité, ça fait partie de notre raison d'être, et donc c'est inscrit d'ailleurs dans les statuts de l'entreprise, hein, selon la loi Pacte. Et donc on fait plein de choses pour essayer de lutter contre le cyberharcèlement, et tenter aussi d'aider et d'inciter les gens à peut-être avoir moins les yeux rivés sur leurs écrans. Voilà. Et vous avez, dans cette stratégie de vous avez des chiffres peut-être, ou des volumes en tout cas, sur l'expansion du recyclage et de la réutilisation, l'économie circulaire, la seconde main, parce que des fois on se dit c'est intéressant, il va y avoir des choses qui sont proposées, mais est-ce que les utilisateurs préfèrent pas quelque chose en un nouveau packaging tout beau, tout propre, qui brille ? Ouais, je pense que non, ça, je pense que les gens ont pris conscience maintenant de tout ça, et qu'ils acceptent que effectivement on n'est pas packaging pelliculé, etc., etc. Nous on est le premier vendeur de téléphones mobiles en France. Hein. C'est à peu près 2,2 millions de téléphones tous les ans. C'est énorme. Et donc on se fait fort à travers ce programme RE, d'en récupérer un maximum. Aujourd'hui, on est à peu près à 30% de collecte. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on vend 3 téléphones, on en reprend un qui va partir soit en recyclage, et donc lui-même rentrer dans un cercle vertueux où on va récupérer tous les matériaux qui vont pouvoir être réutilisés derrière, ou qui vont partir dans un cycle de reconditionnement, et donc assez vertueux. Et ce sur quoi on
on travaille, c'est sur justement le taux de téléphones reconditionnés qu'on vend. Et c'est pour ça qu'on a activé 2 fois de suite à Noël, comme je le disais, une campagne autour de ça. Il faut qu'on arrive à faire plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on monitore très finement. Alors, tu nous as pas parlé de la jolie photo en haut à droite que l'on voit, parce que un de tes engagements, c'est l'inclusion, on a compris, faire monter en compétence les femmes, aussi bien dans l'entreprise que parmi les actions qu'on va voir tout à l'heure. Je ne veux pas les révéler, mais la personne qui est en haut à droite, qui est-ce ? Alors, qui est-ce ? Vous la connaissez dans la salle ? Il s'agit de Christelle Henneman, c'est donc notre CEO groupe, et donc c'est l'une des 3 femmes patronnes du CAC 40. Voilà, seulement 3 femmes. Donc, mesdames, je vous encourage à bosser aussi pour suivre sa trace, hein. Pour augmenter ce pourcentage. D'accord. Combien de femmes dans la salle qui vont être patronnes du CAC 40 bientôt ? Levez la main. Ouais, allez, 2 là, 1 là, ok, 3, pas plus de candidatures. N'hésitez pas, osez, ça peut marcher. En tout cas, merci pour ce témoignage. On va revenir de toute façon sur l'expérience des campagnes et comment ce discours tu l'intègres dans tes campagnes marketing et communication et tu le rends crédible pour pas se retrouver sur Mon Bon Pote ou d'autres réseaux qui vont dénigrer ça. Mais en tout cas, l'impact numérique, on le voit très bien, ça a une importance très forte. On le mesure quand on va faire la fresque du numérique, où on voit quel est l'impact de l'utilisation de toutes ces paddle, en fait, ces devices qu'on a dans la main. Et on ne se rend pas compte de comment, avec le partage des photos de chatons, par exemple, sur Instagram, ou d'autres photos, comment en fait on crée une pollution numérique très forte malgré tout, et le besoin de construire derrière des data centers, peut-être en Alaska, qui vont réchauffer le climat, il va y avoir une fonte des neiges et des icebergs qui va s'accélérer, des dérèglements, etc., etc. Et même s'il y a des ex-ministres qui ont des idées parfois qui peuvent être considérées comme farfelues, quand même, je parle de quelqu'un récemment, quand même ça permet de se poser la question, qu'est-ce qui se passe derrière un like ? Et je vous conseille notamment des livres pour comprendre ça. Et il y a toute une librairie qui est ici pour la première fois avec une sélection sur mesure qui va vous donner plein de conseils sur le marketing, mais également comprendre tout l'écosystème du numérique et de la communication pour être vraiment dans les bonnes directions. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Julie. Julie Boulage, tu es pour la première fois sur la scène donc de All for Customer et des salons qui existaient déjà auparavant. Donc bonjour Julie, toi tu viens du milieu des agences de communication et tu as pour la première fois été chez l'annonceur en travaillant chez Accor, et c'est une belle aventure, surtout sur une marque qui est pour l'instant pas très connue, mais je suis sûre qu'à la fin tout le monde aura envie de venir s'y intéresser. Qu'est-ce que c'est que Grit chez Accor ? Exactement, donc Grit, c'est une marque qui a été créée par le groupe Accor en 2019, et on dit que c'est la marque pionnière de l'hospitalité positive. Elle a été inspirée par des mouvements de fond en termes de consommation, qui étaient à l'époque tout ce qui était le share, donc le mouvement de partage, covoiturage, appartement, etc. Tout ce qui était autour de l'alimentation aussi, avec un souci particulier sur le sourcing des produits, le local, et puis tout ce qui était seconde main, upcycling, qui poussait aussi très fort, les friperies, etc. Donc tout ça a inspiré le groupe à créer cette marque en s'appuyant sur ces tendances de fond. Donc c'est une marque qui a aujourd'hui 34 hôtels. Donc évidemment, pendant le Covid, il y a eu peu de développement, mais ça s'est développé très fort depuis. Principalement en France, mais déjà un déploiement en Europe avec deux hôtels en Allemagne et un hôtel en Autriche. C'est une marque qui continue à se développer avec plus de 8 ouvertures prévues cette année et un objectif de 200 hôtels en 2030.
Donc c'est une marque qui est vraiment particulière, c'est la plus engagée du groupe, donc je vais vous en dire un peu plus de comment elle est plus engagée, et surtout ce qui est important c'est que c'est aussi un laboratoire pour le groupe pour inspirer les autres marques et tester de nouvelles choses, donc ça c'est important. C'est une marque aussi qui est déstandardisée puisque chaque hôtel va en local sourcer ses produits de petit déjeuner pour avoir un petit déjeuner local, va faire de l'upcycling, tout ce qui est seconde main, upcycling, objet chiné extrêmement important. Donc ça nécessite aussi un grand engagement et une grande participation des propriétaires et des équipes dans les hôtels. Et l'engagement, tu nous demandais comment on s'engageait. Chez Grit, notre engagement, c'est de donner une seconde vie à tout ce qui nous entoure, avec ce dont je commençais à vous expliquer. Autour, vous le voyez, le pilier du centre des objets, donc le mobilier de seconde main, l'upcycling. Aussi de l'alimentation. On accueille nos clients avec notamment une boisson de seconde vie. Donc c'est une boisson qui est notamment faite avec des fruits du matin, du petit déjeuner, etc. Les hôtels mettent en place des recettes anti-gaspi pour proposer du snacking fait aussi avec des éléments qui pourraient rester du petit déjeuner. Le premier pilier, c'est aussi la seconde vie des lieux. Donc c'est une marque qui est très principalement de reconversion, donc avec des bâtiments qui étaient déjà des hôtels auparavant et qui se transforment en Grit. Donc il ne s'agit pas de faire des hôtels en plus. Autour des personnes aussi. On favorise la reconversion. On a notamment le Grit de Grenoble qui a travaillé avec une association qui s'appelle Solentiel, qui a reformé et reconverti des personnes très, très éloignées de l'emploi et des femmes très éloignées de l'emploi. Donc voilà, on a beaucoup de belles histoires autour de la seconde vie, de la seconde main. Et vous imaginez comment en 2030 ou 2040, puisque c'est l'exemple que nous a donné Quentin, comment vous vous projetez ? On continue toujours à proposer des actions nouvelles qui vont inspirer le groupe. Notamment, on a créé un lit à 75% en matière recyclée, donc ce qui permet de nous projeter dans le futur et de proposer vraiment des innovations autour de la seconde vie. Donc c'est un lit qui est fait avec dans le matelas il y a des sachets encapsulés de plastique et des fils en acier. Donc le plastique récupéré dans l'eau de mer et l'acier qui sont aussi des matières récupérées. Le sommier est en bois certifié. Donc c'est des innovations qui nous permettent de voir loin et de pouvoir remplacer la literie aussi sur le long cours de manière plus durable. Magnifique. Et du coup, vous collectez comment ces plastiques ? Alors, c'est sourcé, on a travaillé avec un partenaire de la literie qui s'appelle Hotelis. Donc, c'est un travail de développement qui nous ont permis, eux, d'aller sourcer les matériaux, puisqu'ils sont vraiment experts de la literie. Très intéressant. On reviendra sur ce que tu viens de dire, notamment sur les campagnes. Donc, je vais juste en 2 mots vous dire pour Barbie, mais je pense que j'ai pas besoin de les présenter. Qui a déjà eu une poupée Barbie dans la main ? Pas tant que ça, hein. Un Ken dans la main. Ah oui, quand même. Je sais que toi, tu as 5 sœurs, hein. Voilà. Non, mais j'ai vu que tu levais la main pour Barbie. Ah oui, 5 sœurs, 2 filles. 2 filles, donc forcément, tu as une Barbie. Un jour, tu as joué avec tes sœurs à Barbie. C'est très bien. C'est très bien. Et je trouve qu'il y a beaucoup de Ken aussi, hein. Donc c'est très bien, vous avez levé la main. Mais Barbie, c'est bien au-delà de ça. Et vous connaissez des marques que vous allez, qui sont dans l'univers Mattel. Donc Barbie est une simple marque de l'univers Mattel, mais aussi il y en a plein d'autres et c'est un vrai succès. Vous savez que c'était créé par une femme. Vous connaissez toute l'histoire, 1956 à peu près. Donc, de toute façon, je ne vais pas remplacer Besma, mais effectivement, elle m'avait envoyé ces informations. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et pas simplement Barbie, parce que vous voyez, j'ai un joli collier là. C'est moi qui l'ai fait faire, hein. Il vient d'Asie. Hein. Mais c'est un artisan. Vous voyez, le collier Barbie. Eh bien, pour la personne qui va le plus partager sur les réseaux sociaux, il y aura un collier Barbie à gagner. Donc n'hésitez pas à partager, on fait les comptes après la conférence.
Donc, je vais vous présenter Planète Enfant. Donc, Fabienne qui est bien là en chair et en os. Merci beaucoup, Fabienne, d'être venue. Donc, Fabienne, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que des personnes connaissent peut-être pas. Qui connaît Planète Enfant Développement dans la salle? Ouais, très bien. 3, super, 4, 5. Bravo, déjà 5 personnes, donc tu as une marge de progression extraordinaire. À toi. Tu connaissais aussi? Ah oui, on travaille ensemble. Ah bah très bien. Bah, écoute, un très bon exemple sur le thème principal de cette conférence qui est les partenariats. Fabienne. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci Cécile pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, certainement peu de personnes connaissent Planète Enfant et Développement. Néanmoins, c'est une association de solidarité internationale qui existe depuis 40 ans. En fait, elle a été créée à l'issue du génocide Khmer au Cambodge pour recueillir et protéger les enfants orphelins qui ont vécu cette situation. Et donc Planète Enfant et Développement a au cœur de sa mission la protection, l'éducation et l'intégration des enfants vulnérables. Aujourd'hui, on intervient auprès de 16 500 enfants tous les ans. Au total, depuis 40 ans, à peu près 500 000 familles soutenues. Et c'est une équipe multiculturelle présente dans les pays que je vous présenterai ensuite et un budget de 4 millions d'euros tous les ans. Donc, et ce budget, il vient d'où? Comment? Alors ce budget, en fait, il vient à 60% d'institutions publiques comme l'Agence française de développement, l'Union européenne, la ville de Paris, la World Bank et puis évidemment du privé, des entreprises, des fondations d'entreprises, des fondations familiales et également des donateurs particuliers qui nous suivent depuis très longtemps et qui sont fidèles à notre cause et à nos actions. Et donc, sur les équipes, il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain ou qui sont plutôt au siège à Paris? Non, au siège, ce sont uniquement des personnes qui travaillent sur les fonctions support, communication, recherche de fonds, audit, finance. Il y en a une dans la salle d'ailleurs. Oui, exactement. Morgane. Et donc, les actions sont sur le terrain. Elles sont déployées par des équipes locales, principalement originaires des pays dans lesquels on intervient. C'est important d'avoir ce relais en fait sur place avec des gens qui connaissent les terrains, qui connaissent la culture, qui connaissent les organisations institutionnelles. Et c'est ce qui a fait aussi que à la fois la réussite des projets, l'impact auprès des personnes auprès de qui on intervient et la durabilité des actions. Je crois que ça c'est très important, c'est que en fait on n'est pas là pour agir à un moment donné et puis partir. L'idée c'est vraiment d'inscrire structurellement les innovations qu'on met en place en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, ce sont bien sûr les bénéficiaires qui participent à identifier les solutions, les autorités locales, les communautés et les partenaires financiers qui vont soutenir ces actions dans la durée également. Alors j'ai découvert, quand on en a parlé, au Burkina Faso, là, qui indiquait ce joli petit État qui était un vrai paradis il y a une trentaine d'années peut-être, qui a des actions qui sont très engageantes pour l'avenir des enfants. Et tu peux nous en dire juste un mot pour montrer l'importance de votre action? Notre action, c'est l'accès à l'éducation, principalement sur les enfants de moins de 6 ans. En fait, on a l'intuition, et ça s'est révélé, confirmé par des études et par des travaux, notamment de James Heckman, qui est le prix Nobel, qui a eu le prix Nobel de l'économie en 2000 sur l'importance et le meilleur investissement de l'éducation sur les enfants de moins de 6 ans. C'est là où on a le meilleur retour, c'est là où les choses se mettent en place pour l'avenir. Et donc pour l'égalité des chances, c'est important de travailler sur les enfants de moins de 6 ans.
C'est une position qui parfois est difficile à tenir, parce que en termes de recherche de fonds, notamment, les financeurs vont plutôt s'intéresser aux enfants à partir du primaire, mais nous on continue parce que voilà, on estime que vraiment c'est à ce stade-là que tout se joue. Et pour revenir sur le Burkina Faso c'est un pays de 20 millions d'habitants où l'école est assez développée, assez peu sur l'école maternelle, et puis c'est un pays voilà qui est en proie, on va dire, à des difficultés sécuritaires et qui voit ses écoles fermées, notamment sur des zones frontalières. Et donc notre équipe locale a à cœur de continuer son action pour continuer à ouvrir des écoles, à agrandir des écoles, à accueillir de plus en plus d'enfants, qu'ils soient déplacés internes. Il y a beaucoup de migration interne dans ce pays depuis 3 ans. Et ça, c'est important de poursuivre cette action. Et elle est possible, cette action, grâce à notre équipe d'une 15aine de personnes qui est totalement burkinabé, à qui je rends hommage parce que voilà, ils font un travail excellent, ils font un travail d'engagement et ils le font aussi grâce au financement. En se cachant parfois. Oui, en se cachant non, mais en ne dévoilant pas le fait qu'ils travaillent pour l'éducation des enfants. Voilà. Parce que sinon, ils risquent leur vie. Bon, on n'en parlera pas plus longtemps. Je vous laisse prendre la parole, mais c'était très intéressant. Merci Fabienne. Donc Julie, tu peux nous expliquer ce que vous faites notamment sur les campagnes pour mettre en place... pour mettre en avant Grit et raconter ce qu'on fait. Oui, Grit, et puis surtout sensibiliser le public à ces grandes causes. Exactement. Parce que c'est quand même l'objectif, pas simplement la marque, mais aussi les causes. Exactement. Alors, on parlait d'engagement et d'engager les consommateurs. On est assez convaincus qu'il faut le faire en leur tendant la main, en attirant leur attention. Et donc, par l'émotion aussi, comme on le fait en communication en général. Et on se dit que c'est pas parce qu'on est une marque engagée par nature qu'il faut pas aussi aller vers le consommateur et attirer son attention. Puisque pour qu'ils connaissent nos engagements, il faut déjà qui soit à notre écoute. Du coup, on a utilisé pas mal l'humour et on utilise toujours beaucoup de fun et d'humour. Donc, on est engagé et fun à la fois dans notre manière de communiquer. Et on a vraiment tiré le fil de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la seconde vie. Et on s'est dit comment en faire aussi une histoire en communication. Donc en fait, on a réutilisé des posts Instagram, on les a transformés en vidéos publicitaires. On en a fait 3, donc c'est une campagne qui a eu lieu l'année dernière et on est en train d'écrire la suite pour cette année. Autour de 2 de nos piliers, donc tout ce qui est upcycling mobilier et autour aussi du F&B, de tout ce qui est food. Donc là, j'en ai mis une qui est sur ce sujet-là notamment. Hey bro! Ouais bro! On est d'accord qu'on ait une pub sur l'anti-gaspillage dans les hôtels Grit et qu'ils l'ont faite en recyclant un de leurs posts en vidéo. Ouais! Alors on devrait pas être réutilisé en smoothie plutôt qu'en maracas? Ouais, t'as raison bro! Dans les hôtels Grit, nous réinventons nos recettes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Je crois que la vidéo s'est pas déroulée complètement, mais bon, vous avez compris un format très court, mais vous avez compris le principe. Exactement. Le sujet aussi se prêtait pas mal à la conférence, donc l'engagement sans plus de budget ou avec moins de budget. Donc c'est aussi une façon de communiquer qui va qui va bien avec l'ADN de la marque aussi, du côté essentiel, et ça montre qu'on peut faire aussi. Avec moins de budget en production aussi, enfin tout ça a été cohérent. Et puis pour l'aspect local, donc comme je le disais tout à l'heure, les hôtels ont une façon de se sourcer très locale, créer un écosystème local. Donc on a travaillé avec la PQR en presse pour parler de l'intégralité de nos preuves. Là j'en ai mis 4, mais il y en avait 6, toujours avec cette tonalité d'humour, de fun pour engager les gens autour. Donc vous croyez en la réincarnation. Bienvenue autour de l'upcycling. Les encombrants trouvent leur place chez nous autour de la seconde main, autour du recrutement aussi, comme je disais, pour tout ce qui est reconversion, et du F&B autour du local.
Et voilà, quelques résultats, puisque ça va de soi pour une campagne quand même. On a vu que c'est des vidéos qui ont très bien marché avec un taux de complétion à 80, alors que le standard est autour de 60. Des personnes qui ont beaucoup apprécié la campagne à plus de 80%, et un post-test Kantar à plus 7 en uplift de notoriété. Donc voilà, on est très content de cette campagne. Parfait. Et donc, passons très rapidement à Barbie, même si elle n'est pas là. Tu le sais, Quentin, parce que c'est toi qui me l'as dit, sur Adweek, je crois qu'il y avait un classement du film Barbie comme étant la meilleure campagne, en fait, de la marque. Oui, c'est AdAge. AdAge, pas Adweek. Aux US, qui font un classement des meilleures pubs selon eux. Et Barbie, le film Barbie, donc est arrivé en tête de leur classement. Classement des publicités. Donc, en fait, c'était pas sur la partie film. Mais c'est vrai que c'est très bien. Du son, s'il te plaît. I got the skills, so baby, stay busy earning my pay. Yeah, when I do keep pushing through every day, all day, I'm hustling, I was born to win, ain't never gonna change. Just wait and see. They gon' talk about me, and things will never be the same. I'm gonna be there, legendary, and the whole world's gonna know my name. Wait and see. They gon' talk about me, just wait and see, wait and see. They gon' talk about me, just wait and see, wait and see. They gon' talk about me, I'm gonna be very legendary. Legendary. Ça donne la pêche, n'est-ce pas? Envie de danser aussi. Hein. Donc, Besma vous aurait dit qu'effectivement, ça a été une amplification de la communication très importante. Et d'ailleurs, il y a eu à partir de ça aussi plein d'innovations. Si vous prenez une photo avec le hashtag, là, vous verrez aussi beaucoup de NFT qui ont été créés dans l'univers Barbie par des marques qui ont fait des partenariats, comme ici on le voit avec Balmain, donc et donc le rôle de Besma chez Barbie, c'est pas elle qui a fait forcément ce partenariat, mais se développer ensuite des partenariats qui sont à la fois en magasin, dans le retail. On a vu l'effet multiplicateur de la présence de Barbie sur un certain nombre de marques, mais également sur les NFT. Et là, il s'agit d'une boutique directement. Et l'effet du film, comme tu disais tout à l'heure, selon les pays, a eu un impact aussi très fort sur les ventes, sur la commercialisation. Donc c'était pas Mattel qui a payé forcément tout le film Barbie, mais en tout cas le budget qui a été levé ensuite était très important. Mais par contre, la réalisation du film a fait des investissements de l'ordre de 131 millions de communication publicitaire, qui était à peu près l'équivalent du coût du film et de sa diffusion. Voilà l'exemple. On va revenir maintenant aux personnes qui sont ici présentes sur la scène, et je vais passer la parole donc à Quentin pour que tu nous expliques toi aussi ce que tu as fait sur une belle campagne. Est-ce que tu veux qu'on lance la vidéo tout de suite ou après? Plutôt après. Ok. Très bien. On se remet déjà doucement là. Tu nous expliques comment ça s'est passé pour cette campagne. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Voilà, c'est un film. Qui la connaît? Qui connaît la campagne? C'est tout. Oh. Ah, mince. Bah, très bien, écoute. Bon. C'est une marge de progression, tu vois. On a fait trop de vues à l'international. C'est ça. Mais voilà, donc l'idée, c'est Orange est partenaire des équipes de France de foot, hein, masculines, féminines, les jeunes, etc. En particulier les féminines depuis 2018. Et c'est vrai que, comme tout partenaire, on essaye à chaque fois de soutenir l'équipe, notamment au moment des grandes compétitions. Il s'avère que l'année dernière, c'était la Coupe du Monde
monde en Australie, et que donc on s'est posé la question de savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci pour les soutenir, sachant que ce qu'on avait fait auparavant, des campagnes pour essayer de développer la notoriété des joueuses, etc., était resté un petit peu sans effet. Et donc on a gratté un peu le sujet, on s'est aperçu que le problème, c'est que c'est le foot féminin, quoi. Le foot féminin, il est méprisé, sous-estimé. Un match de foot féminin, ça fait de 3 à 5 fois moins d'audience télé qu'un match masculin. Et puis si vous traînez un peu vos guettes sur les réseaux sociaux, vous allez vite comprendre que voilà, il y a beaucoup de fiel qui est jeté sur la pratique féminine du foot. Et donc là on s'est dit, tiens, il y a un truc qui va pas, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. En plus, c'est super raccord avec les valeurs d'Orange et tout ce que je vous ai raconté sur le travail qu'on fait sur l'égalité homme-femme. Et donc on a développé cette fameuse campagne en fait qui fait croire que on assiste à des exploits des footeux masculins, et qui en fait révèle que non, ces super exploits, ils étaient le fait des femmes. Voilà, donc pour essayer de tordre un peu le cou à ces idées reçues, c'était important de faire ça. Bon, on a eu déjà pas mal de prix, on a eu 15 prix Eurobest, hein, c'est les lions européens, on va dire, sur 21 possibles. On est assez content. On a eu un prix or chez Sportsora, le trophée Ipsos de la campagne la plus virale en 2023, voilà, et j'espère d'autres à venir. Comme on l'a évoqué, Barbie était la première pub selon Ad Age. Bon, bah nous, on est la deuxième. Donc c'est assez sympa aussi de voir que finalement, c'est pas des films pubs télé classiques qui sont considérés comme les meilleurs pubs, puisqu'on a un film et puis cette OP, on va dire, digitale. Et puis maintenant, je veux bien qu'on balance le film avant que je commente la dernière ligne, s'il te plaît. D'accord. Et on ne dit pas que c'était fait grâce à l'intelligence artificielle. On ne dit pas parce que c'est pas vrai. Ok. Ça, j'aime bien ton humour quand même, Quentin. C'est vrai, c'est fait avec des petites mains. Non, l'IA, au moment où on a fait ça, hein, donc c'était 2023, on a dû faire ça il y a un an, grosso modo, la fabrication. Honnêtement, on n'était pas hyper à l'aise avec l'utilisation de l'IA générative en création. D'ailleurs, ça pose toujours des questions et c'est, à mon sens, toujours pas réglé. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire bosser des gens qu'on appelle des flame artists. Donc, en fait, c'est des effets spéciaux assez courant, on va dire, mais donc image par image, il y a des gens qui ont modifié les images pour transformer les femmes en hommes. Enfin, et d'où juste pour la vidéo. Non, maintenant, ne spoil pas. Voilà. Mais d'où, effectivement, l'humain est important pour la créativité, la pensée, et puis se servir qualitativement des outils à disposition. Absolument. On ne remplacera personne. Ouais. Et donc là, c'est un petit film sur les résultats et les effets. Et d'ailleurs, dans ce petit film, on voit une partie de la vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vu, comme ça... Est-ce que vous voulez le voir ? Levez la main. Oui ? Ok. Il y en a qui n'ont pas levé la main. Vous voulez le voir quand même ? Ça marche. Alors on le passe. The French women's national team is drawing attention with a new ad. Publicité, je sais pas si vous l'avez vu, elle est incroyable. Ela tem comercial que tá bombando, né? É sensacional. Best marketing I've ever seen. It is the most amazing thing I have ever seen. It's the best ad I've seen anywhere. The exact kind of thing that would go viral. Stop what you're doing and watch this right now. Ouais, c'est passé. Bravo. Oui, c'est passé. Oh, oui. Les Bleus qui reviennent dans le match. Et on est encore droit de rêver. Oh, qu'est-ce que c'est ce missile? Avec le pied droit. Ah, il va être direct. Le centre entré. C'est ça, le football qu'on aime. Oh my god, it's so good. 2-minute video, the footage rewinds. The VFX are removed. It is in fact the elite French women's teams. Pegou futebol feminino. Et en réalité, ce sont les femmes de l'équipe de France.
show me what I'm looking at. That tells me that women can't play like men, they can even play better. Bravo! Félicitations! Merci, mais j'avoue que ça m'a dépassé un peu. Non, mais c'est vrai, au départ, c'est juste un film pour soutenir notre équipe, et en fait, ça a eu plus de retentissement dans le monde, presque, qu'en France, parce que on a eu quelques 500 retombées dans 90 pays, beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Australie, parce qu'il y avait la Coupe du Monde là-bas. Voilà, dans tous les pays, en fait, qui étaient une culture foot assez forte. Et alors, juste, je voudrais revenir, vous avez vu, il y a des images où on voit des jeunes filles, et notamment la dernière qui dit waouh, ça me raconte que les filles peuvent jouer aussi bien que les hommes. Et il s'avère que cette vidéo, elle a été utilisée par des profs dans un lycée du comté d'Orange, ça s'invente pas, en Californie. Et donc ils ont décidé de projeter le film à leurs étudiantes et de les filmer et de filmer leurs réactions. Et alors ça, c'est génial. Moi, ça m'a donné encore plus d'émotion que le film, parce que on voit toutes les émotions se dessiner sur leur visage, de la surprise et puis de la joie finalement. Et tout ça pour terminer par ah ouais, on peut faire ça quand on est une fille. Et donc, moi, ça m'a donné l'idée de faire une étude pour apprécier le caractère transformatif de cette vidéo. Et on voit que, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais ce qu'on voit, c'est que ça a dépassé le registre du sport, de la performance, pour vraiment... enfin, on voit 80% des Français et 91% des femmes qui estiment que ce film peut donner envie à des jeunes filles de s'ouvrir finalement à des métiers, des activités dans lesquelles aujourd'hui elles sont sous-représentées. Et alors ça, j'ai envie de dire que c'est une petite bataille de gagner, mais il y a encore du taf. Bravo sur l'inclusion, sur l'empowerment, sur changer les mentalités, et pas simplement dans le sport, comme tu dis. Absolument. Voilà. Donc le ROI de cette campagne, voilà. C'est assez dingue parce que évidemment. C'est l'impact. En médias, je vous cache pas, on a amorcé un peu la pompe sur YouTube parce que voilà. Mais ensuite, les chiffres que vous avez vus, 200 millions de vues, c'est de l'organique. Donc voilà, et il y a le coût du film. Mais là, c'est pareil, c'est pas film que d'ailleurs pour lequel je remercie Marcel, l'agence, et Prodigious, la boîte de prod, parce que il y a un super boulot qui a été fait. Je peux vous dire que une semaine avant la release finale j'ai été très inquiet, hein, parce que il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'exécution. Parce que ça a bluffé des gens, ça a bluffé même des joueurs de l'équipe de France, les hommes, parce que on leur a montré évidemment, et ils étaient là, ils disaient attends, mais je m'en souviens pas de ce but-là, etc. Donc ça veut dire que quand même c'était plutôt pas mal fait. Ah ouais, excellent. Et du coup, les filles, elles sont reparties boostées, l'équipe de France féminine ? Carrément. Ouais, on a eu vraiment des signes de leur part de mise en confiance, de fierté. Ouais, c'est ça. Et puis des remerciements, parce que enfin on s'attaquait au vrai sujet, quoi. Donc, Et ta directrice générale ou présidente, je sais plus si elle a les deux casquettes. Ouais, CEO, on va dire. CEO, qui a eu aussi des échos. Elle, à chaque fois qu'elle va rencontrer un homologue dans un pays, je pense, elle m'a raconté ça, elle va à la rencontre de Verizon aux États-Unis, la première chose que le patron de Verizon lui dit, c'est waouh, super votre pub sur le soccer, etc., etc. Donc, ça a fait du bruit, on va dire, et puis manifestement ça fait un peu bouger les choses. D'abord parce que les audiences télé d'ailleurs de cette Coupe du Monde, elles ont fortement progressé, et ensuite, alors attendez, je sais pas non plus trop de liens directs, mais enfin bon, on peut se dire que ça a peut-être aidé. La Fédé a publié d'ailleurs ces chiffres qui sont publics et a observé une augmentation de 12,5% des licenciées féminines.
à la rentrée. Donc, ouais, c'est plutôt. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est exceptionnel pour eux et c'est historique en fait. C'est historique. Quand on voit l'attrait du football féminin, j'ai habité à New York et je voyais très bien les jeunes filles entre 6 et 9 ans ou 12 ans qui se débrouillaient aussi bien que les garçons, ou presque. En tout cas, c'est un sport qui se pratique très bien au féminin. Donc, ça change les mentalités. Je peux dire, il y a des joueuses. Il y a des joueuses féminines qui mériteraient leur place dans l'équipe masculine. Exactement. On pourrait effectivement faire des équipes mixtes. Bonne idée. On va proposer ça. En tout cas, bravo. Donc, tu n'as pas, Fabienne, des campagnes aussi impactantes peut-être, mais tu fais avec les moyens que vous avez. Quelles sont les actions que vous faites en partenariat avec les autres marques ? Alors, en partenariat avec les autres marques, et notamment, je pense à Orange, c'est effectivement de créer de la proximité. Je crois que ce qui fait le succès d'un partenariat avec une entreprise, une fondation d'entreprise, c'est la proximité qu'on va réussir à créer et que ça infuse dans toutes les strates de l'entreprise et que la communication soit à tous les niveaux. Et par exemple avec Orange au Burkina Faso, qui a donc une représentation de sa fondation localement, on discute sur les activités qu'on va proposer pour améliorer notamment des centres de santé ou l'accès à l'éducation ou à une prise en charge des plus petits dans le cadre de services d'assistanat maternel. Donc je dirais que c'est le dialogue, un dialogue bienveillant, un dialogue de confiance et qui s'inspire des difficultés qu'on rencontre sur le terrain et qui va être résolu à partir de ce dialogue. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce qui fonde, je dirais, le partenariat et sa durabilité. Et puis après, on travaille aussi avec des fondations qui s'intéressent plutôt à des thématiques, comme la fondation Raja, qui, elle, est très ancrée dans la défense du droit des femmes, dans l'émancipation des femmes. Et là, c'est un travail dans la durée. Ça fait 15 ans qu'ils nous soutiennent sur ces questions-là, parce qu'effectivement, je vous ai dit au début de l'intervention que nous étions très liés à la cause des enfants, mais avec les enfants, on a les mamans. Et puis parfois aussi les papas, et de plus en plus les papas, et c'est tant mieux. Et donc on a des programmes qui interviennent pour aider certaines femmes à sortir de situations compliquées, comme de la prostitution informelle notamment, ou pour apprendre un métier parfois quand elles ne savent ni lire ni écrire. Et Raja est très engagée sur tous ces aspects-là d'engagement sociétaux, et sans avoir d'enjeux business dans les pays où on intervient. Et puis, par ailleurs, on va avoir des engagements aussi d'entreprises à travers du mécénat de compétences, comme c'est le cas avec BNP Paribas, qui nous délègue à temps complet des personnes qui travaillent donc pour Planète Enfants et Développement. Donc c'est un engagement incroyable parce que ça nous coûte zéro et ça nous rend évidemment un très grand service sur des fonctions qu'on ne pourrait pas forcément couvrir par ailleurs du point de vue financier. Et donc voilà, c'est pour vous dire que le partenariat, il peut avoir de multiples formes. Mais ce qui est important, c'est qu'il infuse dans toutes les strates de la marque, que ce soit au niveau des salariés, avec la mobilisation des collaborateurs, mais aussi à travers la communication et des actions de mobilisation des clients. On peut le faire à travers différentes manières. Vous connaissez sans doute l'arrondi en caisse dans beaucoup de magasins, Monoprix, pour pas les citer. Exactement. Mais également à travers des challenges sportifs où on va mobiliser les salariés sur une journée d'engagement sportif et avec un don à l'association. Et ce qui est intéressant à travers ces actions, c'est qu'effectivement, quand on rejoint le sujet même de la conférence, c'est-à-dire avec plus d'engagement et pas forcément plus de budget, c'est que toutes ces actions, en fait, bénéficient de défiscalisation.
Et finalement, elles finissent par pas coûter beaucoup plus cher que d'autres mobilisations sur un séminaire, où elles viennent compléter un séminaire, parfois, si on fait courir les collaborateurs au profit d'une cause. Et ça génère, je dirais, à la fois du respect pour l'entreprise, parce qu'on voit bien que les clients, on voit bien que les salariés sollicitent de plus en plus la position de leur marque préférée en matière d'engagement vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des problématiques sociales. Donc c'est important de créer cette dynamique à tous les niveaux dans l'entreprise, que ce soit en interne et en externe. Rappelons quand même que c'est pas comme une campagne de communication, il y a des règles bien précises, parce qu'on peut pas dire la défiscalisation est possible partout. Il faut que c'est pas une valorisation comme un sponsoring commercial. Donc c'est très différent, mais effectivement plein de sens quand même. Et je vous invite à vous intéresser à des gens qui ont les mêmes valeurs que vous et qui peuvent vous, en tant que marque, et qui peuvent effectivement vous accompagner intelligemment sur le terrain, surtout quand on n'a pas forcément suffisamment d'équipe. C'est vous bénévoles et vos salariés qui prennent le relais. Merci. Alors il y a une grosse opération qui se prépare là en France, je crois, qui concerne tout le monde et nous en tant que nation et collectif, et qui s'appelle Paris 2024. Et sur la scène, nous avons la chance d'avoir 2 partenaires qui vont aider et accompagner Paris 2024 à se réaliser. Et ça, c'est hyper motivant. Vous avez une photo ici de la convention des volontaires qui s'est tenue le samedi 23 mars après-midi à l'Arena La Défense, où j'ai été. Justement, j'ai eu la chance d'y participer. Et donc, c'est quelque chose qui va tous nous mobiliser. Je voulais justement que vous nous expliquiez, en tant que partenaire premium et partenaire officiel et fournisseur officiel, ce qui va se passer. Quentin, tu commences ? Ou Julie commence ? Ok. Donc effectivement, Accor est partenaire premium. Donc déjà, en termes d'opération, c'est Accor qui opère le village des athlètes et des médias, donc tout ce qui est accueil et service. On sera présent aussi au Club France, donc c'est un énorme espace qui sera à la Villette, qui aura plus une vocation lounge, VIP, etc. Et puis surtout, ça va être l'occasion d'accueillir tous nos clients dans les plus de 1700 hôtels partout en France, avec nos 23 marques et All, la plateforme de distribution et le programme de fidélisation du groupe, d'accueillir nos clients avec encore plus de cœur et d'insuffler vraiment cet esprit de la fête de Paris 2024. Donc les hôtels vont pouvoir mettre tout un tas d'outils en place qu'ils vont choisir. Donc ça va passer par évidemment de la déco, des tenues, des goodies, des comptes à rebours, des happy hours, des menus spéciaux ou des petits-déj thématisés autour du sport. Enfin, ça va vraiment être l'idée d'être dans l'esprit de la fête et de marquer les esprits, d'encore plus de bons souvenirs sur cette période. Voilà, et pour revenir à Grit quand même, nous on va beaucoup se concentrer sur la partie Jeux paralympiques pour évidemment faire le lien avec tous nos engagements. Excellent. Et donc, chez toi, parce que merci de nous a donné quelques informations sur les coulisses. C'est toujours intéressant. Et chez toi, quelles sont les coulisses ? Et quel est votre partenariat ? Alors, merci d'avoir mis les 2 labels qu'on a le droit d'utiliser. Donc, effectivement, partenaire premium. Mais moi, celui que je préfère et qui a le plus de valeur, c'est fournisseur officiel. Simplement parce que on va être l'opérateur de ces jeux. Donc, c'est une énorme responsabilité. À Tokyo, en 2020, il y avait 5 opérateurs pour faire le job. Là, on est un peu tout seul. Et donc, on appelle ça en interne l'Everest des télécoms. Donc, c'est vous dire un peu l'enjeu. Le rôle d'Orange, il est effectivement clé dans la tenue de ces jeux. Et là, je suis pas en train de faire de la pub gratuite pour Orange, mais c'est que ce rôle, ça va de la transmission des images télé,
jusqu'à des systèmes qui vont permettre un peu de type VAR, voilà, pour par exemple apprécier si une balle est sortie du court de tennis. La vitesse de la balle, c'est ça? Alors la vitesse de la balle, non, nous c'est plus sur voilà, ce que je te dis, c'est est-ce que ça passe la ligne ou pas, voilà. Mais aussi est-ce que il y a suffisamment de coca dans les frigos qui sont des frigos connectés, que dire encore, enfin voilà, évidemment les transmissions entre tout le monde. L'équipement des athlètes aussi, hein, donc voilà, les athlètes vont être équipés de SIM Orange. Donc voilà, donc ça veut dire que pas d'opérateur, en fait, pas de jeu, parce que les badges d'accès aussi pour les spectateurs, etc. Donc voilà, il y a plein de dimensions dans lesquelles on a un rôle clé. Combien de personnes chez Orange sont mobilisées sur la préparation des Jeux? Tous. Okay. Bah non, mais c'est vrai. Il y a des volontaires après. Tous, ça fait combien? En France, on doit être 40-50 000, quoi. Voilà. Non, mais j'exagère, mais en tout cas, il y a évidemment, quand on est fournisseur officiel, toute une task force, mais qui est hyper conséquente pour que ça marche, quoi, tout simplement. En tout cas, bravo et on vous souhaite tout le meilleur. Et puis voilà, on croise les doigts et tout le reste. On a compris les enjeux qui ne sont pas simplement des enjeux de communication, mais aussi des enjeux de faire les jeux, quoi. Se mobiliser. Quels sont vos conseils et réactions sur les partenariats? Je passe la parole tout de suite à Fabienne. Il ne nous reste plus que 3 minutes au total. Donc, si tu peux nous dire de façon très sharp tes conseils. J'ai déjà évoqué les doux. Hein, c'est vraiment voilà, profiter de cet engouement et de cette attente des clients et des salariés pour s'engager, voilà, au travers une cause, au travers d'une ONG ici en France ou à l'international sur une thématique qui vous tient à cœur. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, de faire choisir aussi l'ONG en interne. Ça a toujours plus de sens quand vous ralliez vos salariés sur des thématiques qui leur tiennent à cœur. Par contre, il faut éviter d'en avoir, à mon avis, voilà, un très grand nombre parce que l'impact est moins important. Il vaut mieux se dire on part pour 3 ans, avoir une visibilité d'action et d'engagement auprès de ces ONG sur 3 ans pour démontrer les actions qui ont été faites et leur impact, quitte à changer 3 ans plus tard plutôt que d'avoir une dizaine d'ONG où finalement voilà, les choses se diffusent mais de manière moins impactante, tout pareil, l'engagement zapping, je l'ai appelé comme ça, c'est-à-dire que voilà, on va aider pendant 6 mois une ONG ou sur une action une ONG et derrière on peut pas en parler, derrière on peut pas forcément voilà, expliquer toutes les actions qui ont été menées et donner, je dirais, toute l'ampleur et toute la hauteur de vue aux actions qui sont menées sur le terrain. Et dans les dons, s'il vous plaît, arrêtez de faire des marchés solidaires. Sur l'heure du déjeuner, juste au pied de la cantine, dans vos entreprises, parce que ça marche pas du tout, quoi. Voilà, donc ça c'était un petit clin d'œil sur les actions qui, j'allais dire, voilà, sont plus tellement d'actualité, misez plutôt sur du mécénat de compétences, sur des missions qui vont mobiliser vos salariés dans la durée, plutôt que des actions comme ça one shot où vous allez avoir du mal à les mobiliser, à leur faire comprendre ce que vous voulez faire. Peut-être qu'il faut le porter aussi avec une bonne communication, du storytelling, l'engagement, et pas juste voilà. Donc voilà. Ça, ou il y a des vrais professionnels de la communication qui peuvent aider. Exactement. En mécénat ou pas. Ouais, exactement. C'est vrai que voilà, ce qui compte, c'est que l'engagement de l'entreprise soit bien avancé, soit bien expliqué, et même si vous faites un marché solidaire, à ce moment-là, indiquez à vos salariés que vous aussi, vous allez vous engager financièrement auprès des ONG qui sont là. On commence toujours par le why et après le comment. Donc là, on l'exprime bien. Un conseil?
Ouais, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut le faire. Quoi. Il faut s'emparer de ces thématiques-là. Quand on fait un film de Noël autour du reconditionné et que on est le premier vendeur de téléphone en France, déjà il faut convaincre en interne, mais on s'aperçoit vite que c'est hyper vertueux parce que voilà, au moment où on diffuse cette campagne, on double ou on triple selon les semaines le pourcentage de téléphones reconditionnés vendus. Et ça ne nous empêche pas de faire le business à côté. C'est juste une question de monitoring parce que, après tout, un téléphone neuf, c'est un futur téléphone reconditionné. Donc, il faut continuer quand même à vendre un peu de téléphone neuf. Et puis, la deuxième chose, en revanche, c'est qu'il faut le faire, mais il y a quelque chose qui est absolument indispensable, c'est la sincérité. Voilà, on connaît tous les problèmes de washing. Donc, voilà, quand on fait le reconditionné, c'est qu'on sait que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut le faire et on a toutes les preuves qui montrent qu'on est actif dans ce domaine-là. Et idem, la campagne des Bleus, très honnêtement, si on n'avait pas tous ces programmes autour de l'égalité homme-femme chez Orange, on ne l'aurait pas faite. Voilà. Très bien. Et d'ailleurs, tu viens de répondre à la question qui a été posée, que j'ai affichée, mais c'était très bien, sur comment concilier la RSE dans une grande entreprise comme Orange avec les objectifs financiers et commerciaux. Mais en fait, ça va de pair. Je pense que pendant longtemps, on a considéré que la RSE, ça fait chier un peu tout le monde, mais il faut en parler quand même, machin. Mais en fait, non. Aujourd'hui, ça fait partie du business. Et on s'aperçoit, très honnêtement, quand on dissèque les résultats de nos campagnes de com qui parlent de ça, encore une fois, le Noël eh bien, on a créé de la considération et de la considération en plus de la part de cibles hyper exigeantes. Enfin, c'est les jeunes actifs. Donc, ça marche, quoi. D'accord, intéressant, très intéressant. Julie, tu peux nous dire ta question, mais j'ai aussi une question là. Je vais en profiter pour te la poser qui apparaît et je vais d'ailleurs l'afficher. Elle est un petit peu longue à lire. Je ne sais pas si vous pourrez la lire. Eh ben non, elle s'est affichée, mais je ne peux plus la lire. Donc vous la voyez sur l'écran. Une question pour Julie. Avec l'ensemble des actions mises en place avec Grit, quelle data avez-vous à partager en termes de résultats concrets, chiffrés, type de réduction de l'impact carbone des chambres, hôtels? Y a-t-il également une ambition de généraliser les pratiques à l'ensemble des marques du groupe? Et tu as 15 secondes. Oui. Tout ce qui est mesure carbone a démarré déjà il y a quelques mois. On avait commencé nos actions déjà avant, puisque notre philosophie ou notre façon de penser, c'est qu'il fallait pas forcément attendre d'avoir des mesures et des chiffres pour commencer à mettre des actions en place. Donc voilà, sur la partie mesure, on a aussi toute une labellisation en cours des hôtels à l'échelle du groupe et notamment évidemment de Grit. Et puis en termes de résultats clients, on a une satisfaction qui est tout aussi intéressante que sur les autres hôtels du même segment. Donc ça montre aussi que tout ce qui est seconde vie, engagé, etc., ne dégrade pas la valeur perçue, ne dégrade pas l'expérience. Donc c'est super important, c'est super positif et ça va permettre aux autres marques d'aller aussi dans le local, dans l'upcycling, etc., de façon plus sereine et confiante. Et puis sur l'aspect partenaire, c'est sûr que la tendance, ça va aussi vers la coalition, ne pas rester entre soi dans son entreprise, mais s'aider aussi des autres. Et la RSE nous force aussi à casser un peu des murs ou des façons trop traditionnelles de travailler. Donc voilà, sur la RSE et le partenariat, c'est clairement hyper clé. Merci pour ces conseils. Adrien, je vais te demander de mettre un petit peu de musique forte, s'il te plaît. Et à vous tous, je vous demande quelque chose qui va un petit peu vous changer d'habitude quand on termine une conférence. Vous n'avez pas de casquette, j'en avais pas assez à disposition, mais je vous demande de poser votre téléphone, de poser votre sac. Et puis, parce qu'on est JO et qu'on est très très fiers d'être le pays qui accueille Paris 2024 cette année, on va faire une petite ola en musique. Et on commence par ici, donc tous ensemble, 1, 2, 3, la Ola. Ouais, elle est magnifique. On recommence par là-bas. 1,